Je suis née en 1946, mais pour comprendre qui je suis, vous devez connaître mon histoire. Le début. 1945, une année dure. La Deuxième Guerre mondiale vient de prendre fin. Les militaires rejoignent leurs familles et leurs proches. Ils ne sont toutefois plus les mêmes. La guerre les a changés, psychologiquement par les horreurs du champ de bataille, mais physiquement également. Une cinquantaine de vétérans paraplégiques viennent d'atterrir à l'hôpital pour anciens combattants de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ils refusent d'être traités comme des cas désespérés et d'attendre la mort. Il est vrai qu'à l'époque, au Canada, 98% des paraplégiques mouraient de maladies intercurrentes, de 2 à 4 mois après leur accident. Devant leur insistance, on leur assigne le docteur Gustave Gingras, qui avait aussi combattu et soigné sur les champs de bataille. Avec le docteur Gingras, en collaboration avec le Comité des malades, ils me donnèrent naissance sous le nom de Section québécoise de l'Association canadienne des paraplégiques. Mes intimes me nomment alors ACP. Une des premières préoccupations du docteur Gingras sera de développer des traitements et protocoles de soins pour maintenir les patients en santé. Vous voyez ici notre Assemblée générale de 1948. Comme vous pouvez constater, plusieurs blessés médulaires restaient alités en tout temps. Heureusement, cette situation a évolué. En 1949, grâce aux pressions du docteur Gingras et des membres de l'ACP, on voit la création de l'Institut de réhabilitation de Montréal. Dans ce lieu, on rassemble toutes les disciplines permettant aux personnes paralysées de regagner de l'autonomie. C'est le début d'une expertise dans le traitement de la paraplégie. 1950. C'est bien la réadaptation, l'amélioration des soins aux paraplégiques, mais que fait-on à sa sortie de l'hôpital? Comment retrouve-t-on une vie sociale dans une société de bipèdes quand on a des roues ou des limitations physiques? Le transport adapté n'étant qu'à ses balbutiements, je consens des prêts aux personnes blessées médulaires pour qu'ils puissent acquérir une voiture. C'est la manière la plus efficace pour permettre aux blessés médulaires de se déplacer, d'aller au travail, à leur rendez-vous, bref, d'avoir une vie active. Je les aide dans la recherche de logement, dans le soutien à l'emploi. En plus du travail et du logement, je tente d'adapter des activités sportives aux gens ayant des limitations fonctionnelles. C'est ainsi que naissent en 51 les Wheelchair Wonders, une équipe de basketball sur roue. Ah, les années 60. Revoici les Wheelchair Wonders. On voit ici trois de ces membres québécois médaillés de retour des Jeux panaméricains de 1967. C'est la première année qu'on y inclut les gens en fauteuil roulant. Comme quoi, grâce aux efforts de mes membres et des regroupements pour les droits des personnes handicapées, les mentalités commencent à évoluer. C'est pendant cette décennie que je m'adapte pour intégrer les personnes tétraplégiques dans mes interventions et revendications. Les personnes tétraplégiques, nommées à l'époque quadriplégiques, n'ont ni soins ni réadaptation adéquate au Québec. La plupart décèdent faute de soins adaptés à leurs conditions. En 61, devant les avancées de la technologie et de la recherche, je recommande au gouvernement provincial la construction d'un centre pour les quadriplégiques. Cette demande est entendue. En 63, après une année de succès, le centre est prêt à offrir son congé à 3 quadriplégiques. Je commence également mes luttes pour l'accessibilité universelle, pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir les mêmes droits que tous les autres citoyens. En 70, je suis dans la vingtaine. Je me rends compte que trouver un emploi, c'est ardu pour les personnes en situation de handicap. Pourtant, les années 60-70 sont prospères à ce niveau. Souvent, les personnes en situation de handicap sont mal préparées au marché du travail et aux emplois de bureau qu'on retrouve pourtant en grande quantité. Après avoir tenté diverses solutions, c'est en 1972 que je crée un centre de ressources humaines, mode d'emploi. J'engage mon premier agent de placement qui sera suivi de quelques autres par la suite. Cette ressource permettra à un grand nombre de personnes ayant des limitations fonctionnelles, physiques ou neurologiques de retourner aux études ou de réintégrer le marché du travail.
Depuis 1966, on développe un service de transport révolutionnaire à Montréal, le métro. C'est en 71 qu'on inaugure enfin ce joyau de la mobilité. Quelle belle opportunité pour les gens à mobilité réduite de pouvoir se déplacer sur tout le territoire montréalais. Mais non, l'accessibilité au métro est pratiquement impossible aux personnes à mobilité réduite. Malgré les représentations, dénonciations et manifestations pour signifier mon insatisfaction, celle de mes membres et des autres organismes travaillant auprès des personnes en situation de handicap, le maire Jean Drapeau reste inflexible. Il ne rendra pas le métro de Montréal accessible. Par contre, il nous promet de développer un service de transport adapté convenant davantage aux personnes en situation de handicap. Cette promesse fut, hélas, balayée sous le tapis. C'était le début d'une bataille qui se poursuit toujours, l'accessibilité universelle du métro de Montréal pour tous les citoyens. 1976, je produis le premier numéro de ma revue, le Paraquad. Ma revue, contrairement à la revue Caliper de la CP publiée à Toronto, s'adresse aux blessés médulaires québécois, principalement en français. Elle a évolué au fil du temps. Depuis 1969, mes membres réfléchissent à l'adoption d'une charte provinciale qui me permettrait d'avoir une plus grande autonomie, entre autres pour avoir accès à des subventions gouvernementales réservées seulement aux organismes provinciaux. C'est en 1978 qu'ils franchissent le pas. Bien que restant affilié à l'Association canadienne des paraplégiques, je change de nom pour l'Association des paraplégiques du Québec. En tant qu'Association des paraplégiques du Québec, je me consacre dès le début à la réintégration sociale et professionnelle des personnes lésées médulaires. Pour ce faire, en plus de mon service d'employabilité, j'offre aux blessés médulaires un service de soutien par des pairs. Mes conseillers en intégration, eux-mêmes médulo-lésés, vont à la rencontre des nouveaux blessés médulaires dans les hôpitaux et centres de réadaptation. Ils créent des activités avec les membres pour favoriser leur implication dans la vie active. Dans les années 80, nous sortons régulièrement user les pavés pour revendiquer nos droits. En 80, grâce aux revendications de mes membres et des pressions du milieu communautaire, le gouvernement du Québec confie la responsabilité du transport des personnes ayant une limitation fonctionnelle aux différentes sociétés de transport sur son territoire. Grâce à cette nouvelle directive gouvernementale, le transport adapté se développe à grandeur de la province, donnant plus d'autonomie aux personnes en situation de handicap. Pendant cette décennie, je travaille également à la promotion des intérêts de mes membres et à la diffusion d'informations pertinentes tant qu'à leurs droits et aux innovations technologiques pouvant améliorer leur qualité de vie. Les années 90 passent à une vitesse folle. Implication dans la recherche, revendication, développement des services, tout va vite. De plus, je contribue également à la mise sur pied de d'autres organismes tels Viomax et l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant, aujourd'hui Parasport. La recherche fait de belles avancées au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des blessés médulaires. En 1994, j'organise le 10e Symposium national de la recherche sur la moelle épinière. Mon implication dans la recherche est de plus en plus importante. Une de mes belles victoires dans cette décennie est sans nul doute le fait d'être l'un des instigateurs de la création des centres d'expertise pour les personnes blessées médulaires. Dans les années 90, deux nouveaux centres d'expertise voient le jour, un dans l'Est et l'autre dans l'Ouest du Québec. Ils contribuent grandement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes médulo-lésées. La lésion médulaire étant complexe, je me rends compte que les nouveaux blessés médulaires se posent énormément de questions pendant et après la réadaptation sur leurs conditions, sur l'avenir, etc. J'imagine alors un genre de guide regroupant les sujets pouvant toucher les personnes lésées médulaires et assez vulgarisé pour simplifier sa compréhension. C'est en 98 que je rédige, en collaboration avec plusieurs chercheurs et professionnels de la santé, le guide Vivre avec une lésion médulaire.
Ce guide, remis aux membres blessés médulaires lors de leur rencontre avec les conseillers principaux en intégration, deviendra un outil précieux à la réadaptation et après. De plus, le guide est devenu un outil reconnu par les chercheurs et les intervenants. Il sera également complètement réédité en 2017. Les années 2000. Et oui, j'ai survécu au bug. Ce nouveau millénaire coïncide avec une idée de renouveau et de changement. Plus je prends de l'âge, plus je deviens actif. En 2005, je crée un service de défense des droits. Les organisateurs communautaires en défense de droits se consacrent à faire de l'accompagnement individuel des membres ayant une limitation fonctionnelle dans la défense de leurs droits, à défendre les intérêts collectifs des citoyens en situation de handicap et s'impliquent dans la concertation avec le milieu communautaire. L'accompagnement individuel personnalisé étant d'une grande importance pour moi, je développe en 2010 un réseau de conseillers pairs bénévoles. J'offre à mes conseillers pairs bénévoles une formation en relation d'aide. Ils marient donc un savoir d'expérience, étant eux-mêmes médulo-lésés, à un savoir théorique afin d'accompagner et soutenir les personnes lésées médulaires au travers des aléas de la vie. Mon réseau s'étend de Montréal à Québec, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, à Chaudière-Appalaches, la Montérégie, aux Laurentides, à l'Estrie et va jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. En 2010, je m'unis à la Fondation pour la recherche sur la moelle épinière. Suite à une consultation auprès de mes membres, nous prenons la décision de changer notre nom pour Moelle épinière et Motricité Québec. Pour la majorité des membres, ce nom est plus inclusif. Il inclut toutes les personnes ayant une lésion à la moelle épinière et aussi les personnes ayant d'autres handicaps entraînant des difficultés fonctionnelles. Cette union marque également mon implication plus officielle dans la recherche. Une de mes raisons d'être est d'améliorer la qualité de vie de mes membres en portant leurs besoins collectifs à l'attention des instances dirigeantes et en effectuant les revendications conséquentes pour qu'elles puissent y répondre plus adéquatement. Devant le nombre considérable de dossiers collectifs que je dois défendre, j'ai jugé important de créer un cahier de revendications qui expose de manière formelle ma lecture de ces enjeux, mes revendications qui y sont associées, de même que mes engagements sur ces enjeux. Le cahier des revendications verra le jour en 2017. En 2019, une de mes revendications est entendue. J'obtiens la bonification du financement du programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. Une belle victoire pour mes membres. Devant les demandes de plus en plus importantes des chercheurs, je crée également en 2019 le poste d'agente de recherche et de liaison. Cette dernière reçoit les demandes de projets de recherche, les analyse et fait le pont entre les membres et les chercheurs tout en gardant à cœur ma mission et mes valeurs. La collaboration et le partenariat sont, dès le début de mon histoire, essentiels pour moi, que ce soit auprès de mes partenaires du réseau public ou privé, aussi bien que de mes alliés du milieu communautaire. En 2020, je crée, en collaboration avec plusieurs de mes partenaires du milieu communautaire, en pleine pandémie, le collectif pour la défense des droits personnes en situation de handicap, le CODDPSH. Le collectif a pour mission l'amélioration des conditions de vie et l'inclusion pleine et entière des personnes en situation de handicap au sein de la société québécoise. Il permet aux organismes communautaires travaillant auprès des personnes en situation de handicap d'unir leurs forces pour travailler de concert sur des dossiers collectifs tels que l'accessibilité universelle, la justice sociale, les soins de santé, etc. Le CODDPSH compte déjà 12 organismes membres. En mai cette année, j'ai eu le bonheur d'inaugurer un nouveau bureau à Québec. L'équipe de Québec s'est agrandie afin que je puisse mieux desservir les régions de l'Est de la province. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le courage d'une cinquantaine de vétérans paraplégiques.
Je suis la force de croire en la vie malgré le handicap. Je suis les luttes et les combats pour le droit à l'accessibilité universelle et à la justice sociale. Je suis la volonté de mes employés et bénévoles passés et présents à croire en chaque personne qu'ils accompagnent. Je suis la résilience de mes membres qui sont plus d'un millier à travers la province. Je suis Mémo Québec. Et aujourd'hui, j'ai 75 ans, mais je ne suis qu'au commencement de mon histoire.